géographique est compliquée. Sur la route des grandes vagues migratoires et entouré par 3 empires qui se disputaient le Danube et les Carpates. Cette instabilité est bien contre-productive, et Marc Libesco l'illustre par l'absence de cette architecture monumentale qui fait la gloire de la France, de l'Italie, des Allemagnes ou bien de l'Angleterre et de l'Espagne. Et voilà, je vous offre, je ne sais pas exactement si c'est lisible, oui, une citation assez longue mais très éloquente. Personne ici n'a jamais conçu quelque chose de grand, un plan, une œuvre qui pourrait être poursuivie par plus d'une génération. Il arrivait qu'un prince construisit un bon nombre d'églises durant son règne, mais il n'arrive jamais qu'une église ait été construite pendant plusieurs règnes, comme cela s'est vu dans d'autres pays. Habitants d'une terre sans cesse menacée par le raz de marée et des invasions, ces hommes ont compris que la vie de l'homme est brève, qu'elle n'est qu'un souffle. Aussi n'entreprennent-ils que des travaux de courte haleine, dont celui qui les commence peu, sans trop de folie, espérer voir la fin. Ce peuple possède la notion réelle du temps. Mais la princesse discerne entre dimension et qualité. Chaque fois qu'elle parle de l'histoire des Romains, elle choisit les moments les plus heureux, les plus fastes ou les plus dramatiques, les princes les plus vaillants et les plus sages. Étienne le Grand de Moldavie, Michel le Brave de Valachie ou bien Constantin de Brancovan, le dernier souverain de la lignée des Bassarabes, dynastie Valaque, dont le règne commence à l'époque des dernières croisades. C'est une manière d'illustrer l'excellence de l'ancienneté. Car n'était-elle la présence européenne des Roumains marquée par un christianisme des plus anciens, remontant au 5e siècle, partie de cette église d'Orient où se trouvent et se retrouvent les prestigieux centres intellectuels et théologiques du monde antique, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, Constantinople et Athènes, n'avait-il eu le christianisme roumain une portée européenne par le fait que sur le Danube, il protégeait l'Europe devant les avancées de l'islam ottoman? Et Marc Libesco nous raconte la gloire d'Étienne le Grand, c'est de ne s'être jamais résigné après une victoire, c'est d'avoir été le seul à vouloir reprendre les clés perdues de la porte de l'Europe, cette étroite porte de Marmara qui tient la sagesse en grec Sophia, donc l'église Saint-Sophia, symbole de l'orthodoxie. Il s'est furieusement battu pour elle, le seul prince chrétien qui ait infligé 2 défaites aux conquérants de Constantinople, c'est ce jeune homme blanc à longue chevelure, ce chasseur avec ses flèches, ses chiens, ses archers. Et c'est là la légende de la création de l'État moldave. L'unité du pays achevée au XXe siècle avait été préfigurée plusieurs fois dans l'histoire commune de la Moldavie et de la Valachie, surtout à travers les mariages qui unissaient souverains et princesses des 2 côtés. Constantin de Brancovan, le dernier souverain bassarabe de Valachie, rejouit d'une attention particulière. Elle aime ce monarque culturel, bâtisseur, diplomate, prince du Saint-Empire romain germanique, rival de Louis XIV dans la politique orientale de la France, de Pierre le Grand et de Charles XII de Suède. Sa vie de triomphe, de gloire, de splendeur, la tragédie affreuse de 1714, sa diplomatie, son monde politique et son appartenance en tant que prince de Saint-Empire à la communauté des princes d'Occident, son mécénat ont beaucoup inspiré la princesse, d'abord par l'héritage culturel de Brancovan de l'histoire des Roumains, et puis parce que les Libesco étaient les héritiers dynastiques principaux des Brancovan. Marthe habitait le palais Brancovan de Mourochoël, où l'aigle bicéphale, qui orne les murs, renvoie symboliquement à Byzance, mais aussi au Saint-Empire. Orient et Occident réunis, encore une fois, en terre roumaine. Last but not least, diraient les Anglais, les références historiques constituent un message discrètement envoyé à ses lecteurs ou interlocuteurs qui doivent comprendre quelques nuances. La Roumanie n'était pas un pays récent, elle n'était pas le produit de la politique du XIXe siècle qui retrace la carte de l'Europe en accordant la Roumanie à un roi étranger. Si un roi régnait sur un pays danubien plus grand que le Portugal, c'était parce qu'il a été précédé par 2 dynasties, les Bassarabes de Valachie et les Bogdan, Mouchat de Moldavie, qui, génération après génération, ont dû confronter des puissants voisins, tels que l'Empire ottoman, la Russie, bien la monarchie autrichienne. La 2e monarchie roumaine, récente,
ne pouvait pas ignorer le passé du pays, les accomplissements des anciens souverains, ni les traditions culturelles et religieuses des habitants, si intimement liés au monde byzantin et méditerranéen. Cette Roumanie moderne, jeune, libérale, devait son existence à une Roumanie plus ancienne, résiliente, sagace, héritière de Rome et du Byzance, influencée par l'Italie et par le monde allemand. Et encore, à 1900, les libéraux devaient savoir que leur ascension politique, avait été possible grâce à la première génération libérale conservatrice, celle des princes ayant régné dans les années 1830-1850 en Valachie et en Moldavie, parmi lesquels Georges Bibescu. Donc la Roumanie de Marc Bibescu est avant tout une projection intellectuelle édifiée sur l'histoire, sur la géographie, sur le patrimoine culturel. C'était donc son désir de jeter la lumière sur l'éthos du pays, de mettre en évidence la très complexe manière dans laquelle la Roumanie appartenait par sa diversité, ses racines classiques, sa richesse et son destin à la civilisation européenne. Donc l'unité culturelle était, elle, depuis longtemps achevée. L'Europe avait justement besoin de s'en rendre compte. Merci. Merci pour cette présentation, pour cet exercice de savoir académique et d'éloquence. Je crois que cette conférence s'inscrit parfaitement dans nos objectifs de société savante française. Alors, merci pour cette contribution, d'autant plus, voilà, la jeunesse est là. Oui. Tu es là et c'est l'objectif de notre association de promouvoir justement la jeunesse. J'ouvre le débat. Commentaires, questions? Monsieur Teller. Je voudrais juste vous demander, puisqu'on a émis à un certain moment l'idée que un des modèles de Madame de Guermantes dans la recherche du temps perdu de Proust aurait été Marc Bibescu. Récemment, il y a un livre qui est sorti sur la comtesse de Greffule, qui aurait été le modèle absolu d'un Français de Guermantes. Est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches une référence concernant cette source, disons, de la princesse de Guermantes, de la duchesse de Guermantes dans la recherche du temps perdu, d'une part. Deuxièmement, il me semble que la princesse Bibescu a joué un grand rôle lors du traité de Versailles, du Trianon surtout, et lors des négociations après la Première Guerre mondiale, où avec d'autres Roumaines, entre autres Anna Denouaille, elle aurait réussi la performance, et avec la reine Marie, réussi la performance d'infléchir la position plutôt rigide vis-à-vis des prétentions roumaines à la fin de la guerre pour la conclusion de ce traité. Est-ce que vous avez des détails concernant l'action de la princesse Bibescu, qui a été réelle lors de tractations qui ont suivi la Première Guerre, concernant les droits de la Roumanie? Oui, je vais commencer par la première question. À un moment donné... Je pose une question. Est-ce qu'on entend bien au fond? Il n'y a pas de problème. Le son arrive bien. Donc, oui? Oui. Merci. À un moment donné, Marc Bibescu avait été accusé d'avoir collaboré avec les Allemands. C'est-à-dire en 1917, elle avait été priée par la reine Marie de Roumanie de rester à Bucarest, s'occuper de l'hôpital 118, dont elle était la gardienne, afin que les malades soient protégés, mieux protégés devant l'avancée des Allemands. Et il va sans dire qu'après la victoire de l'Entente et après le succès militaire franco-roumain en Moldavie, à Rutuz, à Marachești, donc le revers des destins militaires de Roumanie, Marc Bibescu était, disons, la cible et le sujet de tous les commérages
qui l'accusait donc d'avoir collaboré avec les Allemands, d'avoir passé la guerre chez des amis en Autriche-Hongrie, sur les domaines Latchine, des princes de la Tour et Tassis, et puis en Suisse. Elle a eu mal, effectivement, à se débarrasser de cette, comment dirais-je, cette image qui ne correspondait pas à la réalité. Elle devait tout simplement, puisque les Allemands avaient occupé l'Allemagne, elle devait tout simplement travailler avec les autorités allemandes. C'était impossible de faire autrement. Ceux qui avaient déjà accumulé des petites rancunes, des petites envies, en profitaient pour lui tarnir l'image. Et ce scandale va éclater de nouveau dans les années 30, le moment où Marc Bibesco sera proposé pour recevoir la Légion d'honneur. Et suite à l'intervention des ennemis, ou bien des ennemis d'opérette, si vous voulez, cette décoration, bon, elle ne le recevra que dans les années 60. Mais c'est peut-être là que, puisque je me rappelle avoir lu les notes de Jean-Yves Tadier sur les sources d'inspiration de Marcel Proust. Et à un moment donné, la comtesse Grefful, dans une esquisse de Proust, dédiée au temps retrouvé, la comtesse de Grefful était elle-même aussi accusée d'avoir reçu des Allemands chez elle. Et c'est peut-être là un écho, ou bien une inspiration, mais je ne suis pas sûr, ou bien je n'ai pas trouvé encore des sources qui puissent certifier que Marc Bibesco ait été effectivement un modèle pour Proust, dans le cas de la duchesse de Guermantes. Et je crois que c'est toujours à cause de cette accuse d'avoir donc collaboré avec les Allemands qu'elle a pu influencer moins que sa cousine Anne de Noailles et Hélène Vacaresco les discussions portées autour du traité de Versailles, commencé dans les années 1919 et puis concrétisé par le traité de Trianon en 1920. Et elle était, si je me rappelle bien, elle était à Londres dans les années 20, au début des années 20, parce que son cousin Antoine Bibesco, diplomate aussi, épousait la fille du Premier ministre britannique Henry Herbert Asquith, plus tard Lord Oxford. Donc, pour l'instant, disons que je cherche toujours de l'information qui puisse m'approcher éventuellement d'une telle preuve que effectivement Marthe Bibesco était à la fois un modèle pour un Proust, j'aimerais bien ça, je vous assure, ou bien qu'elle a pu influencer d'une manière ou d'une autre, d'une manière concrète, les négociations concernant les droits des Roumains sur la Transylvanie. Quand même, elle a toujours soutenu l'idée de l'intégration de la Transylvanie. Pourquoi? Son père, Jean Larovary, qui était conservateur, était convaincu que l'entente allait gagner la guerre, la Première Guerre mondiale, et que donc la Transylvanie reviendra à l'Arménie. Et la dissidence conservatrice au sein du Parti conservateur pourra donc être remplacée par une génération nouvelle venue de Transylvanie. Donc il y avait donc des projets politiques. Marthe aimait bien cette idée de l'intégration des Transylvains dans la politique du vieux royaume, et de là aussi cette sensibilité pour les affaires transylvaines ou bien pour les droits de la Roumanie sur la Transylvanie. Mais pour l'instant, je crois que peut-être les archives de Quai d'Orsay pourront illustrer mieux les initiatives de Marc Bibesco. Mais pour l'instant, je crois que, sauf une sorte de diplomatie culturelle, les dîners, je me rappelle qu'elle avait accompagné la reine Marie à Paris dans les années immédiatement après la guerre, en 1920-1921. C'était d'ailleurs une opportunité pour les deux de se réconcilier.
peut-être c'était le moment où, effectivement, Marc Bibesco avait influencé plus ou moins les débats. Elle était quand même l'amie de Harold Nicolson, diplomate britannique, très pro-roumain, philo-roumain d'ailleurs, ami de Bibesco. Voilà donc un instrument d'amitié par lequel elle aurait pu, encore une fois, influencer donc, les discussions autour des prévisions du traité, mais je ne suis pas sûr exactement qu'elle ait pu influencer le traité en soi. Excusez-moi si j'ajoute quelque chose à propos de ce que vous voulez un peu plus fort. Oui. Dans ce petit livre qu'elle a écrit, La balle pour Marcel Proust, elle explique un peu donc l'attraction de Proust pour Marc Bibesco. Oui. Malgré sa homosexualité, Oui, oui. je pense qu'il était amoureux de Marc Bibesco. Et Marc Bibesco était assez distante, assez discrète. Et comme Marcel Proust avait son meilleur ami, était un Bibesco. Oh oui, son meilleur ami. Bibesco. Celui qui était donc pratiquement son garde du corps, ou son ami, etc. C'est ça. Et Marc Bibesco a senti exactement les sentiments que Proust manifestait pour elle. Oui. Mais apparemment, elle n'a pas répondu donc à ça. À propos de Versailles, de Trianon, en fait, c'est ça. Je pense avoir lu, je ne sais pas dans quel livre, qu'elle avait même rencontré le président américain Wilson. Wilson, oui, et Roosevelt, effectivement. Oui. C'est-à-dire. Apparemment, oui. enfin, il a combattu justement pour que la compagnie reçoive ce qu'elle méritait, enfin, c'est ça, et qu'elle a reçu. Excusez-moi d'intervenir comme ça. D'après les sources, disons que, effectivement, Marc Bibesco a rencontré le président Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, oui. Mais ça, c'était un peu plus tard dans les années 30, en 1934, puisque son mari était déjà président de la Fédération aéronautique internationale, et l'ayant accompagné à Washington et à New York, c'était donc pendant un dîner officiel que Marc Bibesco va rencontrer Franklin Delano Roosevelt, tout en lui faisant la promesse de ne pas écrire un ouvrage sur les États-Unis, parce que c'était très à la mode de visiter quelques jours les États-Unis, rentrer en Europe et puis produire un livre d'impression sur les États-Unis d'Amérique. Elle était un peu gênée par l'appétit littéraire du temps des gens à l'époque, donc elle se dit non, je vais éviter une telle démarche. Mais le président Wilson, c'était pendant plutôt ce que j'appelle le congrès plutôt que le traité de Versailles, parce que nous savons très bien, lorsque les hommes politiques se rencontrent, il y a toujours des dîners, il y a des déjeuners, il y a des balles, etc. Donc, c'était peut-être dans cette atmosphère moins officielle qu'elle a pu croiser le président Wilson. Mais à propos de Marcel Proust, il était fasciné par la beauté, par l'esthétique des femmes, mais bizarrement, pas par les femmes en soi. Donc, de là, le plaisir de décrire les vêtements, l'allure, l'attitude, les joyaux, etc., la minutie de Proust, mais il restait assez éloigné, nous savons aujourd'hui pourquoi, des femmes en tant que créatures physiques. Donc voilà. Bon, après cette mise au point, ben bah. Oui, j'ai lu sur Marc Bibesco une biographie un peu sentimentale par couleur, que juste pour ça je ne parle plus de l'auteur. Donc avec pas beaucoup d'explications sur sa vie, ni dans le politique, ni même pas littéraire, c'est plutôt sentimental. Donc ce que je vais apporter, ce que je veux savoir, dans les années où elle reçoit la Légion d'honneur, les années 60, elle est montée en 73, dans les années 50, les années 60, comment s'est exprimée cette femme et comment s'est justifiée, quels étaient ses arguments pour la vie qu'elle a menée en tant que personnage politique. Elle a côtoyé des grands politiques de son temps. Dans ces années-là, elle n'a pas donné d'explication sur sa position oui. envers la Grande-Roumanie, son mésentente avec la Reine Marie, et ainsi de suite. Donc, j'ai rien trouvé dans ce que j'ai lu.
Disons que les commérages ont beaucoup nui à la relation entre Marthe Bibesco et la reine Marie. Au début, elles étaient des bonnes amies. La reine Marie était plus âgée de 10 ans que Marthe Bibesco. Mais si nous lisons Constantine Argetoiago, mettant de côté son appétit pour les mêmes commérages que je mentionne, semblerait-il que c'était bien Marthe Bibesco qui avait influencé un peu le goût artistique de la reine Marie, au début au moins. Cette amitié qui était littéraire, qui était historique, a été donc la victime de la Première Guerre mondiale. Et malheureusement, elle est restée, comment dirais-je, elle est restée altérée par un manque de confiance très profond entre les deux, et qui ne cessera que, bien sûr, par le décès de la reine Marie en 1938, mais les relations ne seront jamais les mêmes. Il y avait beaucoup de déception, beaucoup d'amertume devant le fait que la reine avait accepté plutôt de croire ce qu'on disait ailleurs, c'est-à-dire à Iași, puisque la cour de Roumanie s'était retirée à Iași devant les avancées allemandes, au lieu de raisonner de la situation de Marthe Bibesco, seule à Bucarest, devant s'occuper d'un hôpital, donc des questions administratives, des questions d'une responsabilité humanitaire qu'elle ne pouvait pas ignorer. Donc, de là, d'abord, la rupture avec la reine Marie. Je me rappelle une observation de Mircea Eliade, que j'ai d'ailleurs citée, mais bien sûr c'est en anglais. Tout le monde comprend l'anglais? Je cite donc son journal de 1970-1978, paru à Chicago en 3e volume. I've read La vie d'une amitié, annotated correspondence.